Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonné. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'Hélène. Hélène, c'est une sportive engagée qui a fondé Gaia Skin, une marque de sportwear pour femmes qui crée ses produits à base de plastique recyclé et de déchets marins. On va parler co-création, recyclage et océan. Rencontre avec une entrepreneuse qui contribue à révolutionner nos tenues de sport. Bonjour Hélène. Bonjour Justine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast de React. Pareil. Ça nous fait très plaisir de recevoir une marque de sportswear. Tu es la première. J'aurais envie de te demander d'où vient cette passion pour ces affaires de sport. Mais avant ça, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Alors, j'étais ingénieure aéronautique à la base, rien à voir avec les vêtements, le monde de la mode en général. Et j'avais envie en fait d'avoir un impact un peu plus direct sur les enjeux environnementaux actuels et de pas juste rester sur mes petits gestes du quotidien, que ce soit aussi inclus dans mon travail. Parce que c'est quand même 8 heures de sa journée, donc c'est important que ça ait du sens. Et donc, en parallèle, je suis assez passionnée de sport, je fais pas mal de running et je trouvais pas de leggings et de brassières plus éco-responsables qui correspondent justement à mon envie de me consommer. Donc, une chose en un trait en une autre, je me suis dit pourquoi pas lancer ma marque. Voilà, pour créer ce que je trouvais pas en fait. Et alors, tu as créé Gaia Skin il y a combien de temps ? Alors, donc on travaille dessus depuis 2017 et la commercialisation a commencé en novembre 2018. Et avant de rentrer plus en détail dans Gaia Skin, d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire être une marque responsable ? Alors tout le monde a un peu sa définition, hein. C'est pas évident, mais je pense que la chose la plus... ce qui est un peu le dénominateur commun pour toutes les marques de mode éthique, que je considère vraiment éthique, c'est la transparence, je pense, de vraiment expliquer toute sa chaîne de valeur, ce qu'on fait, dans quelles conditions, qu'est-ce qui le prouve. Et à la fois expliquer ce qu'on fait pas aussi, les limites, ne pas se prendre pour les maîtres du monde, enfin les sauveurs du monde disons. Et donc voilà, je dirais quand même la transparence et après forcément disons en plus évident, c'est faire attention à la fois à l'environnement quand on crée des produits. C'est pas juste la chaîne de fabrication, c'est aussi toute la philosophie qu'il y a derrière, parce que si on fabrique de manière responsable mais qu'on jette la moitié des invendus, ça n'a pas trop de sens. Et puis faire attention aux conditions de travail de tous les hommes et les femmes impliqués dans la création de son projet. Alors on sent que tu es très convaincue et d'ailleurs ça se lit sur le site. Ouais. J'invite toutes les personnes qui nous suivent à aller voir le site de Gaia Skin parce que tu expliques très bien cette transparence, comment tu fais pour être plus responsable au quotidien et en tout cas pour Gaia Skin, tes défis encore à réaliser. Et donc j'aimerais que tu nous en parles un peu. Alors donc qu'est-ce qu'on fait ? Surtout notre démarche, c'était important qu'elle soit globale. Comme je disais, que ce soit pas juste une histoire d'un bout de coton bio par-ci par-là, que vraiment on réfléchisse à chaque étape de la chaîne de valeur. Et qu'à chacune de ces étapes, on essaye de trouver des solutions pour minimiser l'impact. Du coup, pour les matières premières, en fait, on va utiliser soit des matières en synthétique recyclées à partir soit de bouteilles en plastique recyclées quand c'est du polyester, soit de filets de pêche et tapis quand c'est du nylon recyclé.
D'accord. Et l'autre matière qu'on utilise, c'est du tencel, donc un tissu à base de pulpe de bois de hêtre et d'eucalyptus. Ok. Voilà, toutes ces matières sont européennes et on cherche on cherche que des fournisseurs qui sont certifiés Ecotex. Donc Ecotex, ça veut dire sans substances nocives pour le meilleur environnement, un peu le terme officiel, quoi. Et en fait, concrètement, ça veut dire que dans les teintures, il n'y aura pas de phtalates, pas de métaux lourds. C'est un peu ça, quand on parle des rivières polluées en Chine, c'est souvent à cause de ces substances qui sont pas terribles. Donc voilà, c'est une assurance pour nous que les teintures d'impression soient clean. La production, on l'a fait, on continue à faire en Europe, donc les tissus viennent majoritairement d'Italie et la production est faite au Portugal. Pour les emballages, on essaye de limiter au maximum, donc on supprime tout ce qui est blister individuel, et puis on envoie en fait nos produits alors on offre la possibilité d'envoyer les produits via des emballages réutilisables que les gens peuvent renvoyer une fois la commande reçue en fait. Avec Ipli, c'est ça? C'est ça, avec Ipli. Et donc l'emballage peut être réutilisé une centaine de fois. En fait, c'est un peu ça je m'étais dit, c'est vrai qu'au moment de Noël, je sais pas, on a tous un peu cette image maintenant, comme on commande beaucoup des cadeaux qu'on va faire par internet, les poubelles en bas des immeubles le lendemain la semaine avant Noël, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Enfin, les cartons débordent de partout et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le e-commerce pour rendre juste toute la logistique en fait plus éco-responsable. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une belle avancée, quoi. Et puis, on reverse aussi une partie de nos ventes à Surfrider, qui est une fondation qu'on aime particulièrement parce qu'ils agissent vraiment à la source du problème du plastique dans les océans. Donc voilà, 1%, en fait, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à cette fondation. Donc là, ce sont tous tes engagements, tous vos engagements Ouais. pour être plus responsable et plus engagé. Mais moi, j'aimerais savoir, par rapport à ton sourcing, alors pourquoi tu as choisi ces 3 matières qui sont le PET recyclé, le tencel et le nylon recyclé. Pourquoi tu as choisi ces matières-là plus que d'autres? Ouais, alors on a quand même comme on fait des vêtements de sport, il y a des exigences techniques. Il faut que ce soit bien élastique, il faut que ça respire, il faut que ça sèche vite. Et clairement, quand même, le synthétique recyclé est une des solutions, en tout cas, de matière pour les vêtements de sport. Voilà, le coton, c'était pas envisagé. La soie, enfin voilà, toutes des matières qui sont évidemment pas faites pour le sport. Et puis l'aspect, ça a quand même sur la partie analyse de cycle de vie, factuellement, ça présente quand même un avantage important au niveau de l'impact carbone. Selon entre PET et nylon, entre 50 et 70% de gains sur l'impact carbone quand on produit la fibre. Donc voilà, c'était intéressant. Le tencel, je trouve que c'est bien de réfléchir à différentes solutions. Le jour où il n'y a plus de plastique à usage unique, on n'aura plus de matière première et ce sera très bien. Et donc voilà, le tencel, c'est une matière aussi assez respirante, moins adaptée au sport intense, mais qui du coup pour des sports doux c'est vraiment cool aussi. L'avantage en fait souvent c'est que c'est la viscose éco-responsable. C'est juste que les procédés de fabrication, le solvant est réutilisé à plus de 99% en circuit fermé. Les arbres quand ils poussent ils sont dans des forêts éco-gérées. Voilà, je vais pas faire toute la liste des avantages, mais c'est aussi une bonne matière pour envisager des vêtements de sport. Alors, quelques chiffres symboliques, qui est de 50 bouteilles recyclées est égal à 100 débardeurs. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est quand même génial, parce que quand on voit que nos océans sont remplis de bouteilles, remplis de filets de pêche abandonnés, c'est génial de pouvoir recycler ça et de pouvoir upcycler toutes ces
tous ces produits, toutes ces matières premières qui sont inutilisées. Alors, faut juste avoir en tête que donc, nous, on ne va pas chercher les bouteilles dans les océans. Hein, on les prend directement des centres de tri italiens, en l'occurrence, vu que notre fil est italien. Alors, ça n'empêche que c'est hyper intéressant aussi parce que la plupart des déchets qui sont en mer viennent de toute façon de la terre et parce qu'on les recycle pas, qu'ils se retrouvent dans le système d'eau et que dès qu'en fait une bouteille dans une rivière, elle va finir à la mer. Donc c'est intéressant aussi, mais voilà, faut pas avoir en tête, faut pas avoir la fausse image de on va repêcher des bouteilles dans la mer, quoi. Voilà. Il y a des associations d'ailleurs qui le font très bien, comme Sequol. J'imagine que tu suis en tout cas avec attention ce genre d'association. Et qui, eux, en fait, ils sont payés en fonction du kilo qu'ils ramènent de plastique ou de filets de pêche ou autres déchets qui sont abandonnés dans la mer. Et après que ces matières-là sont recyclées, en tout cas sont déchiquetées, sont triées pour pouvoir en faire un fil ou des matières comme de l'éconil ou autre. Et donc, en plus du ton sourcing qui est donc très engagé, comme tu as pu le dire. Tu confectionnes en Europe. Je pense que ça te tient à cœur aussi de rester dans un circuit court, on peut dire court européen en tout cas, pour faire marcher des acteurs un peu de partout. Alors, pourquoi tu as choisi d'autres filières autres qu'en France ? Parce que c'était un choix de qualité, parce que tu n'as pas trouvé ce que tu voulais ? Ou parce que tu avais des expériences passées Alors sur les tissus, on a un peu de tout. Hein. On a des tissus français, des tissus italiens. Quand même, la majorité de nos tissus sont italiens. Pour la partie matière, vraiment, c'est juste un choix des matières qui nous convenaient le mieux. On regarde à chaque fois différents fournisseurs et autant parfois la France convient. Autant si on trouve que le tissu est meilleur en Italie, on ne va pas se forcer à faire du Made in France si ça marche, si la qualité est moins bonne. Surtout que de toute façon, même le tissu français, le fil vient toujours d'Italie ou d'Espagne. En fait, le fil recyclé à partir de bouteilles ou d'éconil, il n'est jamais en France. Donc de toute façon, le tissu n'est jamais 100% français quand on fait du synthétique recyclé. Pour le sport, j'entends. Et ensuite, pour la production, là, c'est un choix vraiment un rapport proximité, qualité et prix. Parce que c'est important, pour nous, c'était important d'avoir une marque qui reste une alternative crédible par rapport aux grandes marques. Que si on doit demander aux gens de payer un legging plus de 100 €, et pour changer leurs habitudes de consommation, je pense que c'est pas possible. Nos produits sont déjà quand même assez chers, mais au moins compétitifs par rapport aux grandes marques. Et en France, on avait commencé, on a fait un peu de développement de produits en France. On a vu qu'avec tous les engagements en plus, faire du Made in France, ça serait trop cher en fait à la fin sur le prix du vêtement. Et puis, il y a un très bon savoir-faire en fait là, notre usine est complètement spécialisée dans le vêtement de sport au Portugal. Okay. En fait, ça augmentait la qualité du produit, donc on s'est dit que ça aurait pas de sens de pas insister et de pas profiter en fait de ce pays qui est assez proche et qui a ce savoir-faire. Et dans ta démarche, en tout cas, pour être la plus engagée, est-ce que tu as rencontré des difficultés et comment tu les as surmontées ? Plein. plein. Alors, surtout au début, trouver en fait tout simplement les fournisseurs pour chacun de nos produits. Et encore aujourd'hui, c'est difficile de développer tous les produits avec cette démarche parce que quand notre cahier des charges pour trouver un fournisseur, avant même de savoir si le produit nous plaît, c'est fait en Europe, traçable, Ecotex, recyclé avec les certifications qui nous prouvent que c'est bien recyclé. Et déjà il reste plus grand monde. Et en plus après il faut que le tissu nous plaise, que la couleur elle soit dispo, que les minima soient pas fous. Et ensuite il faut que ce soit pas trop cher. Disons que du coup, tu vois, c'est même le dernier argument finalement, le prix, parce que on galère quand même à trouver
beaucoup de Une usine beaucoup qui de fait choix, confiance, quoi. et puis c'est aussi souvent ce problème qui fait que les usines, si tu commandes pas assez, elles te mettent soit sur le dernier sur la liste, pour produire en tout cas, soit alors elles te disent non, mais on est déjà occupé. Et donc j'imagine que ça, c'est une des difficultés que tout auto-entrepreneur, Oui. De manière générale, sont confrontés. Oui, c'est ça. Ça, c'est même pas une question de... Même pour une marque qui ne serait pas spécialement responsable, être en fait une nouvelle entreprise dans un secteur aussi gros, en fait, c'est sûr que c'est pas évident et de trouver des partenaires, et en plus qu'ensuite ces partenaires ne nous fassent pas passer au dernier plan à chaque fois pas très grave d'annuler votre production vu qu'il y a X beaucoup plus gros clients qui passent avant vous. Non, c'est clair, ça c'est plus un problème de nouvelle entreprise que même entreprise éco-responsable. Donc voilà, mais oui, donc en tout cas trouver ses fournisseurs et sur les salons, en fait, souvent c'est les commerciaux des entreprises de tissus qui sont là, et en fait on se rend compte que eux ne savent pas exactement, ou alors ne veulent pas le dire, ne savent pas exactement d'où viennent les fils, quelle certification exactement ils ont, combien de pourcentage, par exemple s'ils disent que c'est recyclé, nous on veut savoir combien de pourcentage est recyclé, ils ne le savent pas toujours. Voilà, beaucoup de non-connaissance des acteurs avec qui on est en contact, ou de greenwashing tout simplement. Et par rapport à ces rencontres que tu as fait, et j'imagine le démarchage que tu as pu avoir avec ces fournisseurs, tu les as rencontrés lors des salons, t'as dit? Donc c'était les salons Première Vision ou d'autres salons? Oui, voilà, il y en a plusieurs. Il y a Première Vision, Interfilière, Maredi Moda pour tout ce qui est et activewear et balnéaire, voilà. Et puis nous on en a trouvé aussi sur internet, avec des contacts, enfin voilà. Il y a plusieurs, voies, quoi. Il y a les salons, internet, et puis après réseau, quoi. Et d'après toi, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui peut manquer à une marque, en tout cas, qui veut être responsable ou qui l'est déjà, pour être plus connue, plus visible? Alors, je pense que la question n'est pas spécifique aux marques responsables. Je pense que ça manquerait toute entreprise qui se lance c'est une des premières problématiques de comment se faire connaître. Et justement, je trouve que quand on est une marque responsable, on a tout de suite, alors ce qui est de moins en moins vrai, mais on a un argument différenciant qui se crée naturellement, ou à la limite je trouve que c'est un peu plus simple qu'une marque X ou Y. Mais par contre à l'inverse, peut-être que certaines marques éco-responsables ne mettent pas en avant un univers ou je sais pas, une différence autre que l'éco-responsabilité, et que du coup ça pourrait aussi manquer une fois que si ça commence à être la norme. Voilà, je pense qu'il ne faut pas l'oublier en cours de route. Ça reste une marque de mode et il faut une vraie proposition artistique, sur le confort, sur peu importe, mais autre que l'éco-responsabilité. Et peut-être ça peut manquer, en tout cas sur les marques éco-responsables, pour vraiment se démarquer, quoi, et attirer l'attention. En fait, on voit tellement passer de nouveaux projets tous les jours que... Et tu as énormément de labels, en tout cas les produits et la marque ont plusieurs labels. Est-ce que ces labels-là t'ont aidé à décoller ou ça a été un plus? Est-ce que la perception des consommateurs ont fait que ces labels-là t'ont donné un plus? En fait, ça nous rassure, nous, c'est une première chose. Encore une fois, pour l'aspect contenu recyclé, par exemple, donc tous nos tissus recyclés ont le label GRS, Global Recycled Standard. Et donc ça nous indique en fait précisément le contenu recyclé dans chaque tissu, et si c'est issu de déchets industriels ou de déchets comme les bouteilles, enfin voilà, c'est pas mal comme certification. Donc ça permet de nous rassurer. Les consommateurs sont pas encore
hyper familier avec ce label, donc je suis pas sûre que ça fasse forcément la différence. Ecotex Plus, on commence à bien à le voir aussi chez les grandes marques, donc ça nous aide pour le faire, pour que ce soit un peu plus connu et qu'on sache ce que ça veut dire. Et je dirais que le label qui nous a plus aidé, ce serait le label Slow Year, qui nous aide. En fait, c'est vraiment un audit qui va vérifier tout ce qu'on avance sur toute la chaîne de valeur, à qui on doit fournir les preuves de dons à Surfrider, les factures à nos usines, les certifications, etc. Et voilà, comme ils sont à la fois un label et une plateforme où on peut chercher des marques éco-responsables parmi les marques labellisées, là pour le coup, effectivement, je pense que ça nous a aidé aussi en visibilité. Et là c'est plus quantifiable, disons, il y a vraiment des gens qui nous disent je vous ai connu par Slow Year, voilà. On ne nous dit pas je vous ai connu parce que vous êtes dans la liste des gens qui soutiennent Surfrider ou qui ont été qui ont des tissus GRS, voilà. Bah c'est quand même super, enfin, que tu arrives à te différencier et que les consommateurs viennent grâce à ça, c'est quand même génial, parce que j'imagine que c'est énormément de travail pour fournir toutes ces... C'est pas vraiment des preuves, parce que je pense que ça va plus loin que ça, en fait, et déjà, d'un côté, pour toi, quand je dis toi, c'est surtout pour la marque, ouais. T'as envie qu'elle soit certifiée, qu'elle soit reconnue par rapport à tous tes engagements et à tout ce que tu fais pour être le plus responsable possible. Et donc par rapport à ça, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, très rapidement. Par rapport au recyclage des tenues, je crois que c'est en cours de développement. Alors on a déjà quelques... En fait, disons qu'il y a recyclage peut vouloir dire plein de choses. Donc là par exemple, il y a toute la problématique autour de nos prototypes qui en fait sont pas commercialisables parce que voilà, on a changé des petites choses en fait en cours de route. Donc ça, on a un partenariat avec la recyclerie sportive pour juste leur donner. En fait, c'est une association qui va revendre ces produits-là pour les gens un peu plus défavorisés, qui fait aussi des ateliers de réparation. Enfin voilà, c'est une sorte d'Emmaüs du sport, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette pour pas que nos prototypes dorment chez nous. Parce que déjà moi je peux pas tous les porter de toute façon, et donc voilà pour ça. Ensuite on a des partenariats sur les fins de rouleau. Si jamais en fait je dis fin de rouleau, ça peut être début de rouleau, au début on teste plusieurs couleurs. Si jamais on se dit non, en fait cette couleur ça va pas, ce motif ça va pas, on a 2-3 mètres qui traînent. C'est pas des énormes quantités, mais ça nous embête de les jeter comme ça. Donc là, on a fait un premier partenariat d'upcycling avec une personne qui s'appelle Corinne, qui faisait des bonnets pour les femmes atteintes de cancer. Voilà, donc là, c'est vraiment chercher au compte-gouttes en fait les applications de recyclage qu'on pourrait avoir sur chaque endroit de notre chaîne de valeur où on crée du déchet. Et après, par contre, sur la partie si un jour quelqu'un ne veut plus porter son vêtement, ou si on a un gros trou dans un legging, enfin voilà, quelque chose qui est quand même plus portable, on n'a pas actuellement d'autres filières que le classique, je sais pas si tu vois, tu sais, les conteneurs là, de la fibre du tri où tu déposes tes vêtements usagés. En fait, actuellement, donc là, si on les dépose là, ils vont être recyclés. Il y a plein d'applications possibles, soit envoyés, soit réutilisés en fait tel quel si on se sent en bon état dans les boutiques solidaires, soit recyclés en isolant, soit en chiffon. Enfin voilà, il y a plein d'applications. Par contre, le recyclage au sens de retour à la fibre, en fait, vraiment pour refaire un nouveau vêtement de zéro, actuellement sur les tissus qui ont des fibres mélangées. Donc nous, on a un peu d'élastane dans nos produits pour que ce soit élastique. Voilà, pour des leggings brassières, c'est indispensable. Et en fait, on ne sait pas séparer ces fibres. En soi, le polyester et le polyamide seraient recyclables presque indéfiniment. C'est pas tout à fait vrai sur le indéfiniment, mais
voilà, ce serait complètement recyclable, mais quand c'est pas 100% polyester ou 100% polyamide, en fait, on ne peut pas recycler actuellement, parce que le procédé de séparation des fibres, bon, c'est un peu technique, je sais pas dire, serait trop coûteux en fait par rapport à refaire une nouvelle fibre, donc ça aurait pas trop de sens. Donc ça, il y a des recherches qui sont en cours. Même le slip français est en train de lancer sa première collecte là, avec Mon Coton. Avec Mon Coton, exactement, pour séparer le coton de l'élastane, parce que en fait le problème est le même, que ce soit du polyester ou du coton, enfin le même, et pas traité pareil, mais je vais dire on peut pas non plus aussi séparer actuellement les fibres. Donc là apparemment ils ont trouvé quelque chose, alors je suis pas au courant de tout, mais voilà, ça a l'air en tout cas on a l'air d'avoir des idées, puisque c'est en phase de test. Nous aussi de notre côté on a quelques pistes, mais c'est pas non plus pour demain, quoi. Voilà. D'ailleurs, le programme du slip français s'est fait avec 1083. Ouais. Et donc là, c'est en phase de test. Donc là, c'est une phase de collecte. Ouais. Qui devait se finir, si je me trompe pas, à peu près en même temps, là, en mai-juin. D'accord. Mais je crois qu'avec le confinement, ça a été un petit peu décalé. Mais voilà, ils vont faire ça sur 2 ans pour voir jusqu'à où c'est possible de recycler à l'infini. En tout cas, au moins si c'est possible. Okay. Donc ça, c'est une très bonne initiative qu'il faut suivre de près. Ouais, c'est clair. Et donc, par rapport à tes développements produits et au futur, est-ce que tu imagines déjà plus loin que les tenues de sport ? Alors, plus loin que les tenues de sport, non. Non, on est vraiment une marque de sport, quoi. Par contre, il nous manque beaucoup de produits pour élargir la gamme. On veut faire des shorts pour l'été prochain, qui était même prévu pour cette année, mais voilà. Petit accident de parcours avec la crise sanitaire qui nous a pas facilité les choses. On demande en fait, c'est l'occasion de parler un peu de la co-création. J'allais t'en parler. Justement, on a une page en fait sur le site qui est dédiée à la co-création pour que les gens de notre communauté, ou pas tout de suite de notre communauté d'ailleurs, puissent donner leur avis sur les prochains produits, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on développe en priorité, et sur certains produits pour lesquels on a déjà prévu en fait un développement. Donc là par exemple le cache-oreille pour l'hiver, là ils peuvent donner leur avis sur vraiment des détails plus poussés, pas juste dire on fait un cache-oreille, vous voulez quelle forme, quelle couleur, voilà. Et donc voilà, donc élargir la gamme en prenant en compte les souhaits des gens. Donc, alors comment ça se passe ? Explique-nous un peu plus la co-création, parce que ça se développe énormément, et je trouve ça, enfin moi en tout cas personnellement, je trouve ça génial, parce que c'est un produit qui ressemble plus aux consommateurs qu'aux fondateurs, parce que des fois les fondateurs, je dis on parce que je me mélange un peu dedans, mais on peut avoir des idées qui nous ressemblent beaucoup, mais qui ne plaisent pas forcément en face, ou qui ne correspondent pas forcément à la demande. Oui. Et donc là, c'est quoi ? C'est les consommateurs qui demandent s'ils veulent un cache-oreille, des chaussettes ou autre. Et vous votez, ça se passe avec des votes, ça se passe comment ? Oui, c'est ça. Donc c'est un sondage en ligne en fait. Et puis il y a en général une dizaine de questions. Je vais prendre l'exemple du t-shirt, je pense que c'est le plus simple. Ok, un t-shirt, vous voulez plutôt qu'il soit moulant, fluide ou pas ? Ensuite, question suivante, les manches, la taille des manches, ensuite la forme du col, la couleur, etc. Et donc, on va recueillir un maximum possible de réponses, et on va prendre les pourcentages les plus élevés. Pour les couleurs, peut-être les 2 pourcentages les plus élevés. Et puis, en fonction de ça, en fait, créer le produit. C'est vrai que parfois, même au sein de l'équipe, en fait, on n'est pas forcément d'accord sur... Bien sûr. Chacun a des envies différentes, donc on veut créer en fait ce qui manque le plus. Ça nous aide aussi à recueillir les problèmes en fait. Enfin, par exemple, si on nous dit, moi d'habitude mon cache-oreille il tombe toujours en fait sur ma tête, on sait que ça va être un point d'intention pendant la confection. Que nous, en fait, si on ne rencontre pas le problème nous-mêmes, on va peut-être pas y faire attention, alors qu'en fait, je sais pas, par exemple pour le short, tout le monde nous a dit mon short remonte pendant que je cours.
Moi, personnellement, j'ai pas trop ce problème. Enfin, je sais pas si je suis tombée sur des bons shirts ou voilà. Et en fait, incroyable, peut-être une personne sur deux nous parlait de ce problème. Et ça permet vraiment de se focaliser sur des détails qui vont permettre que le produit soit le plus adapté possible. Parce que c'est aussi ça qui rend un produit éco-responsable, c'est si les gens l'adorent et le mettent longtemps. Bien sûr. Et donc juste sans rentrer trop dans les détails, donc après comment ça se passe? Il y a ce questionnaire, Oui. Il y a un prototype qui est fait. Alors un dessin même, d'abord juste il faut faire la partie stylisme d'abord. Donc on a trouvé quand même un tissu en amont, on fait le dessin, ensuite on va faire un patronage, c'est-à-dire dessiner à plat les formes qui vont permettre d'assembler le t-shirt, monter un prototype, faire pas mal de testing en fait en conditions réelles. Alors ces testing, c'était là où je voulais en revenir. Ouais. Est-ce que les personnes qui participent à ce questionnaire peuvent tester, font partie d'un club de testeurs ou club Alors très très bonne Gayaskin Club. Question très pertinente parce que figure-toi que c'était la mission de notre stagiaire actuelle de créer le club des testeuses Gayaskin là. Et en fait, vraiment mauvais timing quoi. Enfin, c'est pour ça qu'on a lancé que la création en ligne. C'est tombé pendant le moment où on ne pouvait pas se réunir. Mais ce serait le but en fait. Alors, tout le monde ne pourrait. Évidemment, il y a des centaines de personnes qui répondent. En général, on a 2 prototypes. Mais on aimerait en tout cas au moins faire peut-être des réunions où tout le monde ne peut pas aller le tester en conditions réelles, mais voir le produit et faire quelque chose plus physique en fait, pas juste en ligne. Et donc voilà, c'est un projet, mais honnêtement ça a un peu fait les points pendant le... Voilà, là on va pas réunir des gens et s'échanger des t-shirts. Bon, c'est pas le moment. C'est compliqué. Mais c'est une très bonne remarque et ce serait top quoi. Et donc après, imaginons que ça soit fait d'ici la fin d'année, que vous remettez ça en place, que vous relancez ça en place d'ici la fin d'année. Ouais. Donc il y aura ce premier prototype, le test avec ses utilisateurs, et après, donc en fonction des retours, vous améliorez jusqu'au moment de la vraie prod. Ouais, exactement. Alors c'est déjà ce qui se passe, hein. Juste là, c'est pas avec les gens qui ont répondu au questionnaire. C'est avec on a des gens dans notre entourage qui ont des profils sportifs différents, puis moi-même. Donc voilà, on fait des tests. Il y a des tests aussi mécaniques en laboratoire, de savoir si ça résiste bien à l'abrasion, au boulochage, voilà ce genre de choses. Et effectivement, on fait 2, 3, 4, peut-être parfois ça va jusqu'à 6-7 versions de prototypes pour améliorer le produit. Il y a ensuite ce qu'on appelle la gradation pour que ça soit ensuite décliné en plusieurs tailles. Voilà. Un petit essayage. Et puis après, c'est parti. C'est parti. Génial. Et juste, on va revenir sur ce point-là par rapport à la prod, à la production. Tu ne fais pas comme les autres, si je peux dire, c'est-à-dire que tu produis pas, alors je sais pas exactement tes chiffres, hein, mais tu produis pas 10 000 t-shirts, mais tu en produis, dans l'idée c'est 1000, et puis si ça plaît, 1000 autres, et puis voilà. Alors, beaucoup moins, hein, mais, bien sûr, mais effectivement, oui. Exactement. Voilà, tu produis pas d'un coup en fait, c'est ça? Exactement. En fait, l'idée, c'est que comme nos produits sont faits pour être ce qu'on appelle des collections permanentes, donc on va pas renouveler tous les 2 mois nos produits, faire un nouveau motif ou quoi. Ils vont rester assez longtemps sur le site. Donc en fait, l'avantage de ça, il faut en profiter et donc on produit par petites séries. On regarde, là on a encore plus de retours. Voilà, si jamais les gens nous disent... là, il y a peut-être une petite faiblesse sur le zip, je sais pas, ou finalement, en l'utilisant, j'arrive pas à attraper le curseur, on va peut-être, sur la production suivante, améliorer ce curseur. Ça veut pas dire que, en fait, la première version, elle est toujours bien, mais elle peut toujours être un peu améliorée en fonction des retours en utilisation réelle, etc. Et donc, ça permet et de ne pas avoir d'invendu et d'améliorer au fur et à mesure les produits. Parce que si on change de produit tous les 4 matins, on n'a même pas le temps de l'améliorer quoi. Donc je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir faire comme ça et la production européenne le permet. Parce que si on produisait en Asie, on devrait faire des énormes prods en fait
et voilà, produire une grosse fois dans l'année plutôt que de faire pas mal de petites productions. Et ça permet qu'il y ait une évolution sans cesse finalement. Ouais, et carrément. jusqu'au point final où il sera Mm. parfait, en tout C'est cas, clair. qui tombera bien, que Ouais. cette couture-là sera bien. Enfin, voilà. Voire même, ça peut être d'ailleurs ce qu'on a fait dans un de nos débardeurs. Il y a un petit empiècement qui, pour le coup, n'est pas en recyclé, enfin un accessoire. Finalement, on le trouve en cours de route recyclé. Voilà, on a un meilleur sourcing qui se présente à nous. On peut changer, quoi. On peut modifier une petite partie. On change jamais le tissu en entier, mais voilà. C'était génial, c'est passionnant d'entendre en tout cas tous ces nouveaux procédés et ces façons de faire et toutes les actions que tu mets en place pour être engagé en tout cas de bout en bout. Il y a une question qu'on adore poser à tous nos invités, c'est quelle marque tu aimerais écouter dans ce podcast, enfin, si tu avais une marque coup de cœur, laquelle ce serait ou lesquelles ce serait? Je pense à une marque de copains qui est très axée sur la précommande, ce que nous on fait moins, donc je trouve que c'est assez intéressant c'est assez différent. C'est Atelier 1. D'accord. Voilà, qui fait vraiment aussi tous ces produits en co-création, mais alors eux vraiment depuis le début, c'est top. Et eux en plus ils intègrent vraiment une phase de précommande toujours, enfin, systématiquement sur chaque sortie produit. C'est assez intéressant. Je trouve que c'est aussi un des axes vraiment chouettes pour mieux consommer, et vraiment là pour les marques qui s'engagent pour être sûr de produire la bonne quantité et de ne pas faire d'un vendu. Ok, c'est parfait. Et écoute, merci beaucoup Hélène, merci pour ton temps. C'était très sympa d'en savoir plus sur Gaia Skin. Et à très vite. À bientôt. C'est la fin de cet épisode avec Hélène. Vous pouvez en savoir plus sur l'aventure de Gaia Skin et découvrir plein d'autres marques sur notre site reactnow.fr. On vous dit à très bientôt et on découvrira ensemble une nouvelle initiative fraîche et pleine de sens.